Africa is a vibe, it's a vibe. Tu vois, it's a vibe, tu ne connais pas. Africa is a vibe, du fashion à la musique, au concept en fait, tu vois. Et pouvoir juste le développer et réintroduire en fait cette Afrique en fait au monde entier en fait. Parce que quand tu regardes, tout le monde raconte l'Afrique sauf nous. Alors, un nouvel épisode du podcast Ladies and Gents. J'ai un invité au top, mesdames et messieurs. Je vous présente Azaya. Si vous ne connaissez pas Azaya, c'est que vous avez menti. En tout cas, si vous faites de la musique et que vous êtes sur Bruxelles. Ouais, disons ça comme ça. Ouais. Non, parce que ce que j'aime bien toujours quand on m'introduit, j'ai cherché à être anonyme. Pourquoi? Ça se remarque comme ça. Parce que mon rêve en fait était d'être producteur. Je rêvais d'être vraiment devant de la scène, ce qui est marrant parce qu'aujourd'hui je suis devant de la scène. Mais moi mes exemples c'était Ronald Jerkins, Teddy Riley, Quincy Jones, des gens de l'ombre, tu vois. Des gens que tu connais que si tu lis les crédits d'un CD. Donc c'était ça ça matchait avec ma personnalité, bien que je suis très extraverti quand même. Mais voilà, ça matchait avec ma personnalité, avec ce que je voulais être dans la musique et être dans l'ombre. Donc j'ai plus travaillé sur le nom que sur le visage. Ok. Donc aujourd'hui, quand le grand public ne me connaît pas, c'est un peu ce que je voulais, donc je le prends pas mal. Mais après que les artistes ne me connaissent pas... Ça quand même. C'est que les gens n'ont pas fait leurs recherches. Ouais, ou que j'ai pas fait assez de bruit, tu vois, parce que quand tu fais bien ton taf en studio, ton nom tourne. Tu vois, que tu sois un ingénieur de son, un beatmaker, un DA, un producteur, whatever, tu vois. Quand tu fais bien ton taf, ton nom tourne d'office. Donc que les artistes ne me connaissent pas, ouais, ça c'est un peu un échec. Mais que le grand public ne me connaisse pas, c'est tout à fait normal. Ok. Tout à fait normal. Mais ce que j'aime bien là dans ce que tu dis, c'est que tu as quand même cette capacité-là à te remettre en question. Yeah. Et ça, c'est souvent quelque chose qui manque au niveau artistique ou même en général. Tu en as du mal à se remettre en question et se dire « Ah ouais, j'en suis là ». Généralement, on a tendance à dire c'est la faute de l'autre. Ouais, mais après, tu sais, c'est au-delà de parler de ce cas spécifique dans la musique qui est très fréquent, pour moi, c'est un state of mind, c'est dans la vie en général. Je pense que, tu sais, quand tu fais ton anniversaire, à chaque âge, on dit « Ah, c'est quoi tes résolutions ?» Ou au Nouvel An, c'est quoi tes résolutions? Donc, tu vois, ça va au-delà de la musique, en fait, tu vois. Donc, chaque année, tu vois, aujourd'hui, tu as 12 ans, qu'est-ce que tu vas changer? Est-ce que tu vas être sage, tu vois? Et à 18 ans, ouais, maintenant, tu vois, en fait, à chaque étape de la vie, on te demande de te remettre en question. Pourquoi tu ne le ferais pas dans ton taf? Surtout quand tu aimes ça et tu veux durer dans le temps. L'évolution est inévitable dans la vie, dans nos vies humaines. L'évolution est inévitable. On n'a pas la même taille, on n'a pas le même poids, on n'a pas le même visage, on n'a pas exactement le même mindset. Peut-être la même vision, mais pas exactement le même mindset tout au fil de notre vie. Donc, ouais, c'est inévitable pour moi de se remettre en question, tu vois. Surtout si tu veux être dans la longévité. Tu es obligé. Obligé. Tu vois. Et encore pire en musique. Ouais. Tu vois. Obligé. Et donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, ça fait plus de quoi? Ça fait 20 ans maintenant? Professionnellement, ça fait 16 ans. Mais que je fais de la musique, ça va faire 25 ans. Ok. Et donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Azaya, donc visuellement parlant, il a bossé avec énormément d'artistes, que ce soit Vita, que ce soit Jul, que ce soit Caris. Ouais. Amel Bent, Wiz Khalifa, Yann Thomas, un artiste belge, en featuring avec Taiga. Bass et J. Cole. Et toujours j'oublie les noms. C'est incroyable. Mais Dry, ouais, Watibé, etc. Quoi. En fait, tu as fait tellement de choses aussi. Ouais. Et donc, je peux comprendre qu'après... ouais, en tout cas, après pas mal d'années, on oublie, mais parce qu'en fait, je travaille sur 2 fronts, voire même 3. Disons que j'ai commencé en tant que beatmaker, et donc notre rêve à notre génération, en tout cas, c'était de produire aux États-Unis. Ouais. On ne rêvait pas de produire en France, ni encore moins en Belgique. Notre rêve, c'était, comme j'ai dit, Quincy Jones, Ronald Jerkins, c'était les States. Notre rêve américain, quoi. Donc, le premier artiste pour qui j'ai produit, c'était Wiz Khalifa. Wow.
Au temps où c'était encore rien qu'un étudiant, en fait, tu vois. Mon manager est un Américain qui a étudié ici en Belgique. Et Zev, voilà, Zev. Et en fait, il est de Pittsburgh. Donc ceux qui connaissent Wiz Khalifa savent qu'il est de Pittsburgh, qu'il était dans la même école. Et quand il est rentré aux États-Unis, on a commencé à choper mes artistes. Et la première personne à qui il a pensé, c'est ce rappeur qui rappait tout le temps à leur école, qui était déjà tatoué et qui n'en avait rien à foutre de la life, en fait, qui disait qu'il allait devenir une star et qui avait déjà tous ses tatouages, en fait, tu vois. Et ça matchait, en fait, tu vois. Il a aimé mes sons. Et donc, du coup, il a sorti sa mixtape qui s'appelle Star Power. Et le titre de la mixtape, c'est mon morceau, en fait, Nice. tu vois. Donc, c'était vraiment la lumière sur moi, en fait. Et il a donné sa chance à ce jeune gars de Bruxelles, tu vois. Et quand ils ont entendu il y a eu écho de ça en France, ils m'ont directement signé, en fait. Ok. Donc tout est parti d'un son, d'une mixtape. Tu vois. Donc, voilà. Aussi, il faut remettre dans le contexte aussi, à l'époque, on n'avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux comme maintenant aussi. Disons qu'il y avait Internet, mais pas ce système de réseau comme maintenant, clairement, tu vois. Et c'est bien parce que justement, quand tu faisais du bruit, tu faisais vraiment du bruit. Donc tu vois, le truc avait quand même bougé, ça avait quand même fait des échos. Et puis tu vois, il y avait encore cette mentalité de petit Belge. Donc le petit Belge qui arrive aux États-Unis, tu vois, ça fait vite du bruit, tu vois. Ouais. Il y a un gars chez nous qui a produit pour les States, tu vois. Mais il n'y avait pas que moi, il y avait les Street Fab, il y avait les Waku aussi, je pense, qui avaient fait des trucs, les Bionics. Je pense qu'à l'époque, juste un peu avant moi ou après moi, ils ont fait un remix pour Janet. Si je me trompe pas, tu vois. Donc en fait, tu vois, on est les petits Gaulois en fait qui visons très haut en fait, qui n'avons pas peur des Romains, tu vois. On a toujours une mentalité d'underdog. Et ce que j'aime bien avec la Belgique, c'est que ceux qui ont visé le ciel, enfin ceux qui ont visé, on va dire haut, ont visé la lune. Et on a atterri dans le ciel en fait, tu vois. Ouais. Et ce que j'aime bien, c'est que tous les producteurs de ma génération, vraiment tous, en tout cas tous ceux qui ont un nom significatif, on a tous produit pour des quinries. C'est vrai. Tous, tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc que la jeunesse peut prendre, en tout cas la jeunesse belge, c'est de ne pas avoir peur de viser la lune, en fait. Vraiment pas. Tu vois. On parlait de réseau, de technologie. On a connu, ça fait un petit temps là qu'on est là sur cette belle petite planète, on a connu vraiment l'évolution du vinyle, la cassette, le CD, l'MP3 et aujourd'hui on est à l'ère du streaming. Ouais. Pour toi, est-ce que c'était une bonne chose, cette évolution-là? Disons, tout dépend de quel côté tu te trouves. Pour les maisons de disques, c'est clair que c'est une perte. Okay. Parce qu'effectivement, ils gagnaient beaucoup plus à l'ère du CD, de la cassette, du physique, tout simplement. Parce que le physique avait un prestige, tu vois. Il faut dire qu'à l'époque, qui veut dire avoir un vinyle, veut dire avoir un lecteur de vinyle, veut dire que tu as un peu d'argent. Ouais. Tu vois. Après, il y a eu la cassette qui s'est un peu démocratisée, c'était moins cher. Mais après, il y a eu le CD qui est arrivé. Et le CD aussi avait un prestige, tu vois, parce que au-delà du CD physique, il y avait la pochette, tu vois, il y avait tout un artwork qui était là. Et donc le CD c'était un bien, en fait. C'était un truc qui avait de la valeur, tu vois, qui avait du prestige. C'était aussi... je ne veux pas dire qu'il y avait un rang social, mais bon, voilà, pour acheter un CD, il fallait quand même avoir... il fallait avoir de l'argent, quoi, tu vois. C'était cher, c'est pas comme maintenant, tu vois. Voilà. Tu prends ton téléphone, tu mets Spotify, tu écoutes ce que tu veux. Voilà, tu vois. Avant d'acheter un CD ou un album, tu allais à la FNAC ou peu importe, tu écoutais, si ça valait vraiment la peine d'acheter, d'investir, c'était quoi? Peut-être 25, en plus c'était genre 25 € presque en moyenne. Ouais, il y a un moment où c'est monté jusqu'à 25, c'est redescendu à un moment jusqu'à 15, et quand la crise a repris, c'est augmenté. Là maintenant un CD c'est cher, si tu veux acheter un CD, maintenant c'est cher. Je pourrais même pas te dire le prix. C'est 20, 23 €, ouais. Parce que c'était vraiment devenu rare que, voilà, tu vois. Mais après, tu vois, le CD, ce qui était bien, c'est que, autant du CD, c'est que pour justement convaincre un fan d'acheter 25 € l'album, il fallait qu'il soit bon. Ouais. Donc là, les artistes se prenaient réellement la tête pour faire des albums, tu vois, construits. Aujourd'hui, tu vois, ouais, Spotify, les mixtapes, tu sors ça un peu quand tu veux. Aujourd'hui, je me réveille, j'ai une idée, demain, il est sur Spotify, quoi, tu vois. Il y a cette banalisation de la musique, en tout cas de l'accessibilité à la musique, qu'on n'avait pas, en tout cas dans mon jeune âge, qu'on n'avait pas, tu vois. Il fallait, comme tu disais, aller à la FNAC ou à Virgin ici, à De Broeckers, tu vois. On voyait les lignes, là, tout le monde avec des casques, là, on écoutait. Est-ce qu'il vaut mes 15 € ou mes 20 €, tu vois. Ouais, non, il n'y a plus ça, tu vois. Aujourd'hui,
Est-ce que c'est bonne chose? Je vais pas faire le nostalgique de ouf. Moi, je le vois plus aujourd'hui businessment parlant. Ok. Tu vois qu'effectivement, il y a une grande perte d'argent pour les producteurs et pour les artistes aussi, tu vois. Le fait qu'il y ait moins d'argent, on renégocie les contrats. Tu vois, il faut savoir, moi, quand j'ai commencé, et c'est ce qui nous motivait aussi à produire pour les États-Unis, quand j'ai commencé au States, en tout cas quand je voulais produire aux États-Unis, on pouvait acheter une prod, donc je te parle de l'instrumental, $50 000. Wow. Ah oui, là, les budgets, ça coulait, tu vois. En France, tu pouvais vendre une prod pour entre 3 500 et 5 000 facile. Un gars qui commence, tu vois. Parce qu'il y avait l'argent, parce qu'il y a, voilà, les budgets étaient là. Aujourd'hui, une maison de disques te donne 600 € pour une prod. Wow. Une maison de disques ici en Europe, aux États-Unis, c'est 2005, 3005 si tu es un débutant. Si tu as un nom, 15 000. Il n'y a que les Timbaland, les Pharrell qui bénéficient de la gloire de l'époque, qu'on va leur payer 100 000, 150 000 pour une prod, 500 000 pour 5 ou 6 prods, un package, tu vois, Mais ouais, aujourd'hui, la prod, c'est banal avec aujourd'hui les type beats sur Internet, tu vois, ça n'a plus la même valeur, tu vois. Donc, effectivement, il y a beaucoup moins d'argent. C'est vraiment sur ce cadre-là que je le vois. Maintenant, est-ce que c'est mieux? Non, j'aime bien la facilité d'aller sur Spotify et de capter directement les albums et de pas devoir directement payer, tu vois. Je peux découvrir et si je kiffe, voilà. J'écoute l'album, mais c'est vrai que ça me permet de découvrir beaucoup plus de musique, ça c'est clair. Ah, moi aussi, je ne vais pas te mentir, c'est vrai que c'est facile. Tu as plein de playlists qui sont à disposition et tu peux découvrir énormément d'artistes. C'est ça la différence aussi avant, c'est que pour découvrir un son avant même qu'il venait des États-Unis, parfois il fallait attendre même un an qu'un cousin ou un pote revienne des States. Ça, c'est un truc que les jeunes ne savent pas. Il y avait des dates européennes et des dates américaines, même des dates chinoises en fait. Donc ça veut dire que même pour les films, tu vois, ça sortait aussi aux États-Unis, il fallait attendre 2 mois ou 3 mois après avant que ça vienne ici. Aujourd'hui, tout est direct, ça sort aux États-Unis, ça sort ici, tu vois. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait c'était énervant ça. C'était énervant. Je savais que c'était déjà sorti au States. Alors t'appelais quelqu'un qui était là-bas, vas-y, envoie-moi le truc. Et quand t'avais ça avant, tu pouvais frimer. Moi, j'ai déjà écouté l'album de Michael, j'ai déjà écouté. Ouais, non, c'est. Ah, c'était une époque quand même. On vient de loin. Hein. C'était marrant. Ils savent pas les petits là. Mais c'était marrant quand même, c'était marrant, tu vois. Moi j'aimais bien ce concept quand tu l'avais avant tout le monde. Ah, mais ça c'est sûr. Ah, comment tu ferais, même les baskets, quand t'avais ça avec tout le monde, t'étais là. Regarde comment je suis prêt. Non, c'est vrai. Ah, ça c'était fort, tu vois, mais bon, voilà. Ouais. Donc, tu vois, j'aime bien la spontanéité de maintenant. Tu vois. C'est direct en fait, tu vois. Et c'est marrant parce que j'ai adhéré à cette philosophie très tôt. Je me rappelle quand j'avais 17 ans, c'était il y a longtemps. Quand j'avais 17 ans, j'avais prédit que la télé allait mourir. Je trouvais ça tellement obsolète en fait, ce concept d'attendre une certaine heure pour regarder un film. Je ne comprenais pas, je me dis mais pourquoi il n'y a pas un truc instantané où je regarde. Bon, il y avait les vidéothèques, tu vois, tu voulais voir un film, tu allais louer ton film, tu vois. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Voilà, tu vois, après il y avait le concept d'audience que je ne comprenais pas forcément, tu vois, avoir tout le monde au même moment qui regarde. Pour les annonceurs, c'était mieux, tu vois. Ouais. Mais pour moi, je trouvais ça hyper obsolète en fait. J'étais déjà dans l'instantané, tu vois. J'avais pas encore ces idées, tu vois, de le faire comme on le fait maintenant, mais j'avais compris que c'était un concept qui allait mourir. Non, c'est sûr. Tu vois. La technologie, tu vois, moi je pense aussi, elle a encore du bon. Là, on est dans l'ère vraiment de la blockchain, on n'entend que ça. Blockchain, NFT, blockchain. Donc, NFT, Non-Fungible Tokens, comme disent les Américains. Il n'y a pas longtemps, il y a Booba qui a sorti un son donc, sur la blockchain. Et du coup, ça permet en fait pour l'artiste, si l'on veut, de cash in money real quick et en même temps donner de la valeur à son œuvre et à la personne qui a acheté. En fait, si j'ai bien compris, parce que je t'avoue que je ne me suis pas vraiment renseigné là-dessus. Okay. Parce que pour moi, les NFT d'abord, c'est des trucs de jeux vidéo. Mais ça a commencé par là. Ouais, ça a commencé par là, tu vois. Et donc, j'avais pas directement
catch, tu vois, la vague. Ouais, non, mais non, tu peux vendre faire un NFT, le vendre, etc., tu vois. Mais moi, je dis, ouais, mais c'est un truc digital, en fait. Moi, j'ai un problème avec acheter un truc qui... bon, ça, c'est mon côté old school, tu vois. Parce que moi, j'étais un grand acheteur de CD. Hein. J'ai plus de 300 CD, je pense, dans ma collection. J'ai 150 ou 200 DVD, tu vois. Donc j'étais un grand acheteur d'œuvres, tu vois, de biens physiques en fait, tu vois. J'aime bien avoir le truc. Donc j'avais pas vraiment catch away, je me suis dit ouais ça va passer, tu vois. Et mais effectivement, tu vois, ça peut être une manière, entre guillemets, tu vois, Moi je pense que c'est une piste à explorer. Ouais. Mais uniquement je pense quand tu es un artiste qui a déjà une grande communauté. Ouais, bien sûr. Au moment où tu es en train de construire une grande communauté. Parce que si de toi-même demain tu es personne et que tu veux sortir un NFT, les chances pour que quelqu'un l'achète sont minimes. Mais elles existent toujours. Parce que si j'ai bien compris, en fait, c'est que la personne qui l'achète est un peu propriétaire de l'œuvre. C'est ça. En fait, c'est comme la bourse, en fait. Voilà. Et donc du coup, moi, si j'achète par exemple les NFT, pardon. Oups. Imaginons toi, tu sors ton projet Africa is a Vibe en NFT. Je l'achète sur la blockchain, je possède une partie de ton œuvre. Imaginons demain j'ai envie de revendre. Je peux la revendre à une valeur plus élevée. Ouais, je comprends maintenant. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que tu vois, c'est un peu ce concept-là. Donc ça offre la possibilité, donc si tu veux, pour l'artiste de demander à sa communauté d'investir sur lui-même. Ensuite, ça lui permet d'avoir des liquidités pour réinvestir dans son projet. Donc pour l'artiste, il a quelque part un peu, si on veut, cette obligation vis-à-vis de son public d'offrir quelque chose de qualité. Et donc du coup, il peut, s'il veut, mettre une disque de côté. Ouais, mais je pense que ça fonctionne avec des artistes qui sont déjà en place. Donc qui sont established. Tu vois, ouais, parce que sinon, alors tu commences à miser sur peut-être que ça va prendre, tu vois. C'est facile de miser sur quelque chose que tu sais qui est une valeur sûre déjà. Oui, je pense que c'est un bon concept, mais en fait, c'est la bourse. En fait, c'est le même principe que la bourse quand une entreprise décide d'aller public. Parce que je sais pas si tu as vu la dernière interview de Kanye West où il disait qu'il allait se mettre en bourse. Ah non, ça j'ai pas vu. Ah ouais, il a tué le concept en fait. Il va se mettre en bourse, lui-même. Donc c'est-à-dire, donc moi, de chez moi. Non, toi, tu t'es donc investissez sur moi, Kanye West. Il va se mettre en bourse, lui physiquement, tu vois, en disant que voilà, investissez sur moi. Ah, il est loin lui. Ouais, et tout ce que je vais gagner, vous gagnez une partie en fait, tu vois. That's smart. That is very smart, mais le truc c'est que la finalité c'est, on ne sait pas si c'est possible de mettre une personne en bourse. Il faut une entreprise normalement, tu vois. Parce que là, il ne parle pas de Yeezy, tu vois. Il parle de lui se mettre en bourse. Après, c'est vrai qu'il est un peu fou. Ouais. Mais je pense qu'il y a moyen de prendre ce concept-là, effectivement, et de l'appliquer. Peut-être pas de la manière dont lui, il l'imagine. Parce que tu imagines maintenant, regarde, il se met en bourse, parce que lui, il vise un trillion, donc 1000 milliards, tu vois. Le gars, il die. Et l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est chaud. C'est pour ça que tu vois, le concept, il est... Une entreprise, ça reste. Tu meurs, l'entreprise reste. Mais t'imagines, tu as investi sur des Kanye West. Il faut voir sa santé, tu vois. Parce que ça ne cache pas quelque chose, tu vois. Le gars, il die. Ouais, bam, ton argent. Tu vas revoir une part d'un gars qui est mort, tu vois. Ouais, ça n'a plus de valeur. Ouais, c'est pour ça qu'il disait, on ne sait pas si c'est possible, en fait, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu regardes, moi, quand il a balancé l'idée, je me suis dit, c'est smart parce que c'est vrai que directement, tu es intéressé. Tout ce qui touche pour l'instant, ça se transforme en diamant. Pas en or, mais en diamant direct, tu vois. Lui et Virgil Abloh, ils sont sur une belle vague, là, tu vois. Donc, effectivement, tu vois. Donc, pour revenir à ce concept d'NFT, moi, j'ai juste un problème avec le fait que c'est du digital. En fait, tu vois, il n'y a rien de réel. Écoute, on va dans la métaverse, hein. Notre ami Marc a annoncé la couleur. Grave. Donc, mais ça, c'est un truc que je suis totalement contre. C'est vrai? Ouais. Là, c'est... bon, je comprends, tu vois, les gens s'ennuient, tu vois, il y a le Covid, les gens sont obligés de rester chez eux. Donc c'est vrai que si j'ai envie de te voir, toi qui es au bout du monde,
ouais, métaverse, tu vois, mais je préfère un bon vidéoconférence, tu vois, et on se parle vraiment, tu vois. Je pense qu'il y a des... tu sais, je réfléchissais dernièrement à la technologie. Est-ce que la technologie nous a réellement apporté, tu vois? Et je parle encore de notre vision, enfin, de la vision d'une personne qui est de ce côté du monde. Donc ça veut dire, entre guillemets, dans les pays développés. Et tu sais, je réfléchissais et je me disais, déjà ce terme tiers-monde, tu vois, pays sous-développé. Je disais, mais en fait, quand tu regardes sur le plan, on va dire économique, sur le plan, on va dire même médical, encore, tu vois, il y a beaucoup de parenthèses que tu peux mettre. Il y a une grosse avancée, mais socialement, il y a une régression de dingue. Tu sais, la dernière fois, je parlais avec une personne, une Africaine. Elle me disait, t'imagines, ils ont inventé les homes. Donc, ton père et ta mère qui t'ont éduqué toute ta vie, tu vas les déposer dans un home à la fin de leur vie. C'est un concept en Afrique qui est impossible. Impossible. Impossible, quelle que soit la situation économique ou quoi, impossible. La personne qui t'a élevé toute ta life. Et je me disais, si mes enfants un jour vont déposer leur mère dans un home, je les tue. Je les tue. C'est impossible, c'est un concept qui est impossible chez nous, tu vois. Tu vois, tu peux pas, donc tu vois, ok, ouais, mais c'est plus simple, tu vois, au moins il se retrouve avec des vieux et tout, et il a une deuxième vie. Ouais, tu vois, tout est discutable en fait, tu vois, je veux pas critiquer, tu vois, cet aspect, tu vois, parce que forcément les gens qui l'ont fait, ils ont forcément une raison et ils ont une vision des choses. Mais elle n'est pas forcément bonne pour autant, en fait, tu vois. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont hyper pratiques, tu vois. Déposer ton enfant à la crèche au lieu de le déposer chez ta grand-mère, tu vois. Mais, tu vois, il y a toujours un plus technologique. Le plus technologique amène toujours un moins social. Toujours. Ça, c'est vrai. Toujours, toujours. Nos téléphones, tu vois dans le... Tu vois dans le métro, tu vois tout le monde, tu vois, sur leur téléphone. Tu vois, mon fils, il est grand, maintenant, il a son téléphone. Je vais le chercher au basket, je vais le déposer à la maison. Et on était tous les deux sur notre téléphone. Et j'ai regardé le truc, j'ai vu l'image, j'ai baillé. J'ai mis mon téléphone dans ma poche, j'ai pris son téléphone, j'ai mis dans sa poche et j'ai commencé à parler avec lui, tu vois. Et pourtant, il n'y a rien de mal forcément, tu vois, mais c'est que non, il faut rester quand même dans ce côté de l'univers, en fait, tu vois. Donc, technologie, ouais, mais le problème, c'est que personne n'utilise ça à bon escient, tu vois. On va toujours dans un extrême. En vérité, ça se résume à une seule chose, le capitalisme, encore une fois. Donc, ouais, capitalisme, on peut quand même être social quand même. Ah, ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. On peut quand même être social, tu vois. Il y a des... Je pense que le corona a un peu remis ça, tu vois, quand les gens étaient enfermés chez eux. Ouais, on va sortir, on va aller en boîte, c'est vrai que ça nous manque. Ça va durer 2 secondes, on va remettre les boîtes. Vous allez retourner dans votre... Tu vois ce que je veux dire? Avec vos chorégraphies TikTok. Avec vos chorégraphies TikTok, tu vois. Et encore, tu vois, c'est... Non, les gens sont dans le... Je crois que les gens ont vraiment adhéré à ce côté métavers, ce côté internet, ce côté réseaux sociaux, tu vois. Et ça... C'est bien. Pour les artistes, voilà, pour les artistes, par exemple, c'est génial, tu vois. Mais on vit dans un monde virtuel, en fait, où aujourd'hui, tu as la dépression. Il y a beaucoup de gens qui commencent à dénoncer, j'arrête Instagram pendant 2 semaines, tu vois, pour ma santé mentale. J'ai jamais entendu ce mot autant que maintenant, tu vois. La santé mentale, tu vois. Ah ouais, non. Ouais, non, tu vois, donc c'est... Ouais, c'est vrai que je peux comprendre pour une fille qui est un peu enveloppée, tu vois, qui voit des modèles tous les jours et qu'elle a 100 000 likes ou 200 000 likes alors que c'est personne, tu vois. Et toi, tu mets une photo de toi, tu es juste bien dans ta peau. Et en fait, on ne calcule pas, en fait. Et tu vois, ça... Tu vois, la comparaison, c'est mauvais. Et tu commences à comparer des choses qui sont... pas vaines. Elles sont vaines, en fait, tu vois. Elles sont vaines. Qui sont totalement vaines, en fait, tu vois. Et tu commences à être mal, tout seul, en fait. Tu te réveilles, tu es dans le métro, tu es fâché. T'es dans le bas. Tu es déjà dans ta worst tout seul, en fait, tu vois. Et du coup, sur les réseaux, les annonceurs sont là, Ouais. on te propose des choses qui, soi-disant, vont t'apporter
tu vois, bonheur, satisfaction, mais elles sont temporaires, elles sont vaines encore une fois, et c'est un cercle vicieux. Après, je suis pour, et c'est ce que je prêche maintenant, on va dire, à mes petits frères, à mes enfants, à tous ceux qui sont proches de moi, tu vois. Le plus important, je pense que dans notre lifetime, donc dans notre vie sur cette terre, c'est d'apprendre à se connaître le mieux possible, tu vois. C'est d'apprendre à se connaître, à comprendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et d'essayer en fait de vivre au mieux, en fait, tu vois. Si Instagram, Facebook ou ce monde te convient, let's go, tu vois. Si toi c'est le réel, ben let's go, tu vois. Mais je pense qu'il y a, voilà, il y a un équilibre à avoir dans tout, tu vois. C'est sûr. Tu vois, c'est comme, tu sais, il y a un humoriste américain que j'aime bien, tu vois, ils disent la weed est illégale, mais si tu prends 10 dafalgan, tu meurs. Non, Tu vois ce que je veux dire? Et le dafalgan, c'est légal. T'en prends 10, tu crèves. non, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc, tout abus est mauvais, tu vois. C'est vrai. Tout abus est mauvais, tu vois. L'excès est mauvais, c'est sûr. Tu bois trop d'eau, tu meurs. C'est sûr. C'est marrant, hein? Tu bois trop d'eau, tu meurs. Il y a beaucoup de gens qui savent pas, en fait. Donc, Ouais. belle amaille. Non, écoute, on se check tout de suite pour la deuxième partie. Everybody want to, baby, my mama no, so my boy, my Bombay. Ooh la la la, Africa is a vibe, Azaya au platine. Faire tomber les têtes, faire ça, virer les cœurs, et puis signer les chèques, les boutiques. On veut les lover, gonfler la main, moi n'amabe. Azaya, Ricky Rose, donne-moi ton nom, mes amours. Comme on disait dans la première partie, l'excès, c'est jamais bon. Ouais, jamais. Mais il y a une chose qui, moi, ne me dérange pas, qu'on peut consommer dans l'excès. Pour moi, c'est la musique. Ouais. La musique, c'est une bonne addiction, j'ai envie de dire. À bas volume. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Moi qui travaille là-dedans, je peux te dire que c'est réel. Il y a un projet qui te tient à cœur pour l'instant. Grave. Africa is a vibe. It's a vibe. It's a real vibe. Ah. Moi, mon morceau préféré, c'est le 4. Ok, le dernier. Ouais, pour l'instant, le dernier. Ouais. Ouais, c'est bonne vibe en fait. Pour ceux qui connaissent pas encore le projet, c'est que effectivement à la base, comme j'ai dit dans la première partie, je suis un ingénieur de son, beatmaker, producteur indépendant et auteur-compositeur en fait à la base. Donc je faisais des instrus pour les artistes et je suis pas un performeur, je suis pas un artiste, donc je ne prends pas le micro, on va dire, pour chanter ou rapper. Mais j'ai toujours eu à cœur de faire des chansons, tu vois. Et au départ, je me disais, bon, tu vois, je faisais mes chansons, je donnais aux artistes et tout. Et à force de travailler avec les artistes, il y a toujours un espèce de compromis à faire parce que toi, tu peux avoir une idée bien précise de la chanson, mais au final, c'est la chanson de l'artiste. Tu vois, le public n'est pas censé savoir en fait qu'il y a quelqu'un qui écrit derrière, qu'il y a quelqu'un qui fait la musique, et que l'idée qui est là, la chanson qui est là n'est pas forcément l'idée de l'artiste. Ouais. C'est l'idée de plein de personnes derrière en fait. Et à force d'avoir des compromis, chaque fois, ouais, non, mais moi je vais chanter comme ça. Puis je me suis dit un jour, je vais faire des chansons où je vais faire le mot Mobutu et je vais dire, tu chantes comme ça. Il n'y a rien à dire en fait, c'est comme ça, c'est ma vibe en fait, tu vois. Justement, je ne t'ai pas expliqué depuis. Donc en fait, ce que j'avais décidé de faire, au départ, j'étais parti sur l'album. Okay. Puis finalement, je me dis, tu sais quoi, je vais plutôt partir sur une série. Je vais les appeler Africa is a Vibe. Ok. Si tu regardes bien, il y a une Papa God que j'ai sortie dernièrement. Mais après, directement après, j'ai ressorti Africa is a Vibe, l'original. Ouais, avec Tu vois. ouais. Il s'appelle Africa is a Vibe Part 1 maintenant. Et puis le Africa is a Vibe Part 2, c'est Like You Do, qui à la base est mon premier single Ouais. que j'ai sorti il y a 2 ans et demi. tu vois. Ouais. Africa is a Vibe Part 3, c'est C'est Awa. Hawa. Et en fait, maintenant, je vais tous les sortir un à un en fait. Juste Ok. quand ça prend en fait. Tu vois. Ok, ok. Pour moi, le dernier instrument, c'est la voix.
Tu vois, c'est la voix en fait. Et je me suis dit, ben ouais, fais tes chansons à toi en fait, où tu invites des artistes, où tu dirigerais un peu et qui rentreraient dans le jeu, tu vois, et qui feraient justement ce que tu leur demandes, bien sûr en rajoutant un peu leur touche. Mais c'est réellement en fait des morceaux qui sortent de ma tête en fait. Et après, comment je suis arrivé en fait au projet Africa is a Vibe, et que Africa is a Vibe, en fait, l'expression est juste un résumé un peu de ma life, tu vois. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez long à expliquer, mais entre guillemets, c'est quoi l'histoire d'Azaya? C'est un Congolais qui a grandi en Afrique avec déjà une vision très européenne et américaine. Pourquoi je dis ça? Parce que mon père, en fait, avait directement cette ouverture sur le monde. Et c'est comme ça qu'il nous a éduqués. Par exemple, un bête exemple, il voulait qu'on parle bien français. Parce que lui, il avait étudié en Europe et il avait vu comment les Blancs se moquaient des Noirs qui avaient un accent, tu vois. Donc, par exemple, quand on était petit, on ne parlait pas beaucoup la langue, tu vois, du pays. Moi, c'est le Swahili, le Swahili par mon père, Chiluba par ma mère. Et on ne parlait pas beaucoup, en fait. Et en grandissant, je me suis demandé pourquoi, tu vois. Et en fait, j'avais vu en fait, que mon père, en fait, nous préparait un peu pour une vision internationale, tu vois. En se disant, ouais, on est des Africains, mais on doit être des Africains ouverts sur le monde, en fait. Et voilà, dans notre histoire, à un moment, on a dû venir ici en Belgique par rapport au premier pillage et à la première guerre qu'il y a eu au Congo, donc dans les années 90. On est venu ici, mes parents sont morts, j'ai été bloqué ici. Tu vois, donc j'ai perdu mes parents, j'avais 11 ans. Donc j'étais physiquement bloqué ici, donc j'ai dû finalement grandir ici malgré moi, entre guillemets, parce que j'avais voilà, la famille du côté de ma mère ici. Et c'est ici en fait que j'ai fini ma formation d'Africain. Okay. Au travers des regards des gens, au travers le racisme, au travers la discrimination, au travers aussi de ce que j'appelle aujourd'hui les Afro-Européens. Tu vois, tous, on va dire, les Africains qui ont grandi ici et qui sont clairement entre deux cultures en fait, tu vois. Qui sont, on leur dit tout le temps, vous êtes Africains, mais n'ont jamais été là-bas en fait. Et il y a aussi quand même eu des accrochages en fait avec les Afro-Européens en disant mais tu sais comme on dit Banana Europe, tu vois, Banana Europe, tu vois, ouais, tu vois les gens d'ici, tu vois, ils font des manières, ils dégradent les gens du pays. Et en fait, c'est comme j'expliquais à un ami blanc il n'y a pas longtemps, je me suis dit mais en fait, moi je suis un Africain en fait qui parle juste bien français en fait. Et donc tu as l'impression que je suis un gars d'ici, mais non. Tu vois, je suis un gars de là-bas qui est resté bloqué ici en fait, tu vois, et qui a dû grandir ici. Après, quand je dis ça, c'est pas péjoratif en disant je crache sur le pays, mais c'est que la racine africaine est très très forte en moi en fait, tu vois. Et à force en fait de voir un certain dédain pour l'Afrique, un dénigrement même pour certains Africains pour l'Afrique, en fait j'ai voulu raconter l'histoire, changer la narrative en fait. Africa is a vibe, it's a vibe. Tu vois, it's a vibe, tu ne connais pas. Africa is a vibe, du fashion à la musique, au concept en fait, tu vois. Et pouvoir juste le développer et réintroduire en fait cette Afrique en fait au monde entier en fait. Parce que quand tu regardes, tout le monde raconte l'Afrique sauf nous. Ouais, se réapproprier l'Afrique, l'image. Tout le monde raconte l'Afrique sauf nous en fait. Quand tu regardes en fait, il y a aucun grand livre d'un Africain en fait, qui tourne dans le monde en fait. Les Européens ont lu leurs livres, les Américains ont lu leurs livres, les Chinois ont lu leurs livres sous traduction, parce qu'ils veulent rien traduire eux, tu vois. Même les Russes, tout le monde raconte leur histoire, sauf nous en fait. C'est les autres qui racontent notre histoire. Tu dois connaître l'histoire de l'Afrique via le regard européen. Tu dois regarder l'histoire des Noirs via le regard du blanc américain. Et puis j'ai dit non, stop en vite. C'est pour ça que quand tu regardes le succès d'un Burna Boy, le succès d'une Thames plutôt, le succès de Wizkid, c'est important. C'est important, c'est pas que de la musique en fait, ce sont des ambassadeurs d'une culture. Ils racontent comment on est, ils racontent comment on est sur le continent, comment on s'habille, comment on pense, nos croyances, c'est hyper important. Beaucoup d'Africains ne savent pas c'était quoi nos croyances avant le christianisme. Beaucoup d'Africains ne savent pas et peu vont essayer de se renseigner,
Et même les livres qui le racontent, c'est toujours basé sur des, on va dire, c'est pas que c'est vague, mais il y a aucun document qui va attester réellement que c'est ça en fait. Donc tu vois, ça reste, on pense que, tu vois, tel a étudié, tu vois, où on croit que, tu vois, mais il n'y a aucune autorité. Ouais, voilà, tu vois, qui l'atteste en fait, tu vois. Et je me dis, ben, tu sais quoi, mon histoire commence en 1981 et je vais raconter en tout cas ce que je sais à partir de 1981, tu vois. Et c'est ça en fait, Africa is a vibe, tu vois. C'est vraiment un statement, tu vois, c'est vraiment une affirmation. Et je le vois en fait que, tu sais, les gens quand ils voient le t-shirt, ils disent, ah, pas que t'as des couilles, tu vois, mais tu vois, c'est que, ouais, voilà, tu vois. It's a statement, tu vois. And it's also a merch. Go buy his t-shirt. Et c'est aussi un merch, il faut acheter le t-shirt, tu vois. Et il y a un vrai programme derrière ça, tu vois. Ma finalité, c'est de tout ce que je fais, c'est de finir dans l'éducation, tu vois. Et quand tu parles d'éducation, ici sur le continent? Non, forcément sur le continent africain. Nice. Je dis toujours à mes enfants, papa n'est pas d'ici. Hein. Et papa va retourner un jour chez lui. Si vous voulez venir avec moi, vous venez parce que mes enfants sont nés ici, je vais pas... Tu vois, et je dois quand même respecter le fait qu'ils sont nés en Europe et qu'ils ont le droit de choisir, tu vois. Mais ils savent très bien que, en tout cas, ma position, tu vois. Et la finalité de ce projet est clairement en Afrique, tu vois. Et encore, tu vois, le truc, c'est que ce que je remarque, c'est que beaucoup d'Africains, quand ils se disent qu'ils vont retourner sur le continent, ils viennent en fait avec la même mentalité de colonisateur. Ouais. C'est vrai. Ils viennent exactement, ouais, on va leur montrer comment c'est ici. Non, tu vois, on va leur apporter les trucs d'Europe. Non, 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 je vais aller développer la vibe qui est là-bas, en fait. Exact. C'est pour développer la vibe qui est là-bas. Et c'est ça, en fait, que tu vois, c'est pour ça que le terme tiers-monde sous-développé, c'est un terme raciste. C'est un terme raciste. Donc, ça veut dire que si je ne fais pas comme toi, ou si je ne fais pas les choses que tu as faites, je suis sous-développé. Frère, ton métaverse ne m'intéresse pas. Aussi compliqué la formule, en fait, autant d'études que tu peux faire, ton métaverse ne m'intéresse pas. Et encore, tu vois, j'irai même plus loin. Tu vois, je parle avec des amis jamaïcains, en fait, des States, tu vois. Bah, des personnes qui ont posé avec moi sur Africa is a Vibe. Par exemple, les Jamaïcains, ils sont forts dans l'agriculture. La plupart, en fait, font leur nourriture dans leur jardin en fait. Tomates, pommes de terre, enfin s'il y a moyen de faire Le gars, là, chaque fois il poste sur Instagram, il dit non, c'est dans mon jardin tout ça en fait. Et tu vois, je me dis, mais c'est vrai que nous on est là, boîte de conserve, et puis on s'étonne pourquoi on a tous des cancers en fait, tu vois. Je dis pas que voilà, je suis pas scientifique pour dire que voilà, ça vient de là, mais au bout d'un moment, tu vois... Il faut se poser quelques questions, effectivement, l'alimentation joue un grand rôle. Tu t'imagines en fait que tu viens sur cette terre, donc tu arrives sur cette terre et tu dépends de tout le monde. Pour faire tes vêtements, tu dépends de quelqu'un en fait. Pour manger ta nourriture, tu dépends de quelqu'un. Donc ça veut dire que quand tu viens, en fait tu viens déjà dépendre, tu viens esclave en fait. Dans le système qu'on est, on vient clairement esclave. Et ça, il faut que les gens soient bien conscients de ça. On arrive sur cette terre esclave. Tu vois, le système est déjà là, on t'a rien demandé en fait. Rentre dedans et trouve ta place dans ce système, tu vois. Donc voilà, tu vois, il y a beaucoup tu vois, bon, je me suis écarté un peu d'Africa is a Vibe, mais tu vois, je me définis en fait, tu vois, je définis les miens. Parce que pour moi, Africa is a Vibe, c'est pas non plus un truc communautaire, tu vois. On a chanté New York, tu vois, de Jay-Z. On a chanté Paris, tu vois, on chante le monde en fait, on chante la citoyenneté des gens, tu vois, on chante l'humanité. Donc j'ai envie que les gens chantent africain avec nous en fait, tu vois. Parce que quand tu regardes même dans ce que je fais, il y a quand même beaucoup d'influence Quinry, tu vois. Je mets beaucoup de 808 qui n'est pas un son africain, tu vois. Ouais, je mets des sons électro, j'aime bien utiliser des sons de ce qu'on appelle la synthwave, tu vois. Les années 80, tu vois, The Weeknd, tu vois, il utilise. Je suis un gars des années 80, j'ai grandi avec ces sons, tu vois. Donc je le mets ça aussi dans mon côté africain, qui est aussi nouveau pour les Africains, en fait, tu vois.
Donc tu vois, je me considère citoyen du monde, mais je chante d'où je viens en fait. Je chante ce que je connais, je chante qui je suis, et je veux en fait que le monde chante avec moi. Tu vois, c'est pas un truc que pour les Africains, tu vois. Non, justement, dans ma musique, j'essaie de l'ouvrir, tu vois. Et donc voilà, j'espère que le monde va chanter avec moi et Africa is a vibe, tu vois. Africa is a real vibe. Is a real vibe, tu vois. Personnellement, moi, je conseille de commencer avec le numéro 4. C'est Ouais. le dernier qui est sorti avec Badi. Franchement, it's a real vibe. Mais c'est vrai que j'avoue, parce que t'as raison en fait de commencer avec le 4, parce que je vais pas mentir, je me cherchais encore. Et le 4 est le plus abouti de la direction même que je vais continuer en fait. Tu vois. Le 4 est le plus abouti parce que tu vas voir le concept en fait d'Africa is a vibe est beaucoup plus large en fait. Parce que si tu te rappelles, au départ je promotionnais Afro Chill. Ouais. Je parlais beaucoup de Afro Chill, Afro Chill, Afro Chill. Et en fait je me suis dit, la réalité en fait c'est que physiquement je suis ici en Europe, tu vois, je suis en Belgique. Donc je devais venir avec un son parce que ma première fanbase sont les gens qui sont autour de moi, tu vois. Et l'Afro Chill était un peu trop africain. Il faut avoir une vraie base africaine pour comprendre mon Afro Chill, comme je le faisais en fait. Et en fait, je suis parti juste sur un concept un peu plus DJ. Je me suis dit, danser, tout le monde sait faire, tu vois. Et puis voilà, donc on est dans une vibe quand même où l'afro prend quand même avec l'afro trap en France, tu vois. Ayana Kamora, ce qu'elle a fait, elle a popularisé quand même d'une certaine manière, tu vois, pour un public francophone européen, tu vois. Elle a vulgarisé, on va dire popularisé, tu vois, cette musique africaine que eux-mêmes ils appellent pop. Ouais. C'est de l'afrobeat. C'est pas de la pop, c'est pas de la variette, non. Appelez le genre comme il a été créé, c'est de l'afrobeat. Dis le terme. Dis les termes, tu vois, c'est de l'afrobeat, c'est pas de la pop, c'est pas du R&B et encore moins du rap, Skyrock. C'est pas du rap, tu vois. Il faut dire les termes en fait, tu vois. Et donc du coup, ça m'a donné une ouverture, tu vois, de me dire bon, ok, Afro Chill, ça va venir avec le temps, tu vois, parce que c'est beaucoup plus musical en fait. Afro Chill, c'est vraiment, tu t'assois, c'est du, j'ai envie de dire, j'ai jazzifié la musique africaine. Elle est déjà, tu vois, bon, elle est déjà jazz, enfin, quand tu regardes ce qu'a fait Fela Kuti, tu vois, c'est déjà un peu, tu vois, il mélangeait, mais je l'ai apporté à un next level. Je vais pas commencer, tu vois, à frimer que j'ai innové, mais j'ai innové, tu vois, dans l'Afro Chill, tu vois, donc j'ai clairement innové, tu vois, c'est une recherche de 4 ans, mais je me suis dit, tout le monde m'a dit, si tu viens directement avec ça, les gens vont pas comprendre. Donc je suis venu avec ce concept Africa is a vibe à la base, parce que je me dis ça va être plus facile pour unir les gens, et même pour faire passer le message, tu vois. Et après, tu vois, ça va progressivement on va arriver à l'Afro Chill, tu vois. Nice. 2022. 2022, c'est très bientôt. Ouais. Enfin, à mon avis, quand on diffusera, on sera déjà en 2022. Ouais. Donc, Africa is a vibe 2022. En tout cas, merci à Zaya pour cet échange. C'était très intéressant. Donc, j'invite encore tout le monde à aller découvrir l'univers d'Azaya. Africa is a vibe on Instagram, sur tous les réseaux sociaux, en fait, tout simplement. Je mettrai tout. Sur Instagram, faites monter mes abonnés, faites monter sur mes abonnés. Only one Azaya. The one and only. Mesdames et messieurs, merci pour votre temps pour cet épisode du podcast. Mister. C'était un plaisir, franchement. Merci. Ouais, cool. Ciao. Ciao.